texte dont nous allons parler aujourd'hui est un texte du XIIIe siècle, donc plus tardif que ceux dont nous avons déjà parlé jusqu'à maintenant. C'est un texte qui s'appelle Aucassin et Nicolette, qui appartient à un genre un peu particulier qu'on appelle le chantefable, dont il est l'unique exemplaire en fait, puisque c'est un ouvrage qui mêle à la fois la prose et le vers, ce qui dans l'esthétique médiévale signifie sans doute à la fois des parties de récit et des parties chantées. Et d'ailleurs, vous avez le manuscrit sous les yeux, hein, c'est le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, qui est en fait un recueil de fables, et vous voyez ici hein, des partitions, qui sont les partitions des parties chantées du roman. Donc ça fait de ce texte un texte un peu particulier, parce qu'il est vraiment fait pour la mise en scène, il conserve la trace des chansons qui se chantaient au XIIIe siècle, en tout cas qui plaisaient au XIIIe siècle. Et Aucassin et Nicolette est un texte, un roman très particulier qui met en scène les aventures d'un petit couple, Aucassin, le jeune homme, dont le nom vient de Aoka, loi, hein, et qui est un peu bêta, un peu bête, bébête comme peut l'être une oie, et Nicolette qui est amoureuse de lui. On retrouve des jeux comme ça de couple, alors qui font peut-être penser à d'autres évocations, mais enfin je pense aux jeux de Marion et Robin par exemple, les jeux de Petit Berger, où on a encore ce même prototype de la femme médiévale très entreprenante et du gros bêta qui la suit et qui ne sait pas forcément quoi faire. Et le texte dont on va parler est donc composé dans le courant du XIIIe siècle, dans une langue qui est la langue de la Picardie, donc en ancien picard, qui est la langue de la littérature pour les XIIe et XIIIe siècles. C'est la même langue qu'on retrouvera par exemple pour la traduction médiévale de la Bible en prose de Guillard des Moulins. Et c'est un texte qui raconte donc ces aventures. Les parties alternées prose et chant reprennent des motifs identiques, qui parlent un peu de l'un commentant l'autre, et avec quelque chose qui est assez caractéristique, c'est le retour à intervalles du régulier, or dit le conte, hein, vous voyez, c'est-à-dire, et maintenant, on en revient à la partie de récit. Et on voit ici les parties de partition, voilà, là et là, avec le vers, hein, avec les parties en vers ici, avec à l'initiale, comme on l'avait déjà vu dans Ivan le Chevalier au Lion, quand on a un vers, la première lettre hein, isolée. Et ici, vous avez le texte dont nous allons parler aujourd'hui, donc qui est situé à la fin du texte, à la fin du manuscrit. Et c'est un passage où Aucassin est sans Nicolette, il la cherche. Voilà. Cette fable, hein, d'Aucassin et Nicolette, ce genre de chante-fable, ne fait penser à rien pour la partie médiévale. L'auteur est inconnu, sans doute, puisqu'on l'a conservé dans un manuscrit, cela plaisait-il ou cela était-il dans le goût de certains seigneurs de la période médiévale. On n'en sait rien, à vrai dire, et ce texte garde en tout cas une authenticité ou une saveur qui ne manque pas de plaire. Alors, on va faire une lecture du texte et puis on va s'y intéresser un peu pour essayer de le traduire ensemble. Alors vous voyez ici hein, le début, là, le ordi et contented fabluent, le début du texte. Voilà. Donc on le voit ici, là, ordi et content et fabluent. Alors je vais essayer de zoomer, voilà, en espérant que tout marche. On a quand même commencé à avoir des problèmes de connexion dans la journée. Ah bah j'aurais peut-être mieux fait de pas essayer. Et voilà. Bon, donc j'ai dû m'absenter 2 secondes le temps que la page soit rechargée, me revoilà. Donc, donc voilà le passage que je vais commenter avec vous. Et donc vous voyez ici les premiers vers, enfin pendant les premières paroles du texte, ordient et contented fabluent, et que vous allez retrouver. Donc ici vous avez, vous voyez, hop, la, la partie chantée, vous voyez, ici, donc avec sa partition, le 16 Sami, etc.
Et à côté ici de la petite clausule en partition, vous avez or dient et content et fabluent, qu'on va retranscrire ici comme si c'était le début du passage. En fait, c'est presque une indication pour le chanteur ou pour le musicien, hein, c'est-à-dire voilà, un petit moment, une pause qui dit à ce moment-là, on arrête de chanter, préparez-vous, baissez le ton, etc. Et c'est le moment où on dit, on raconte, et fabluent, où on parle. Fablois, vous vous en doutez, vous reconnaissez sans doute le français moderne fable, mais vous reconnaissez fabula, fabula, fablar, hablar en espagnol par exemple, qui signifie parler. Hein. Vous avez un triplet synonymique ici. Dient et content et fabluent, c'est dire, conter et raconter des fables, parler. Donc c'est-à-dire qu'on arrête de chanter. C'est l'opposition prose-vers qui est rendue donc à l'oral. Et ça montre sans doute que ce texte était fait pour la performance. Hein. C'est un texte qui est fait pour être joué, pour être chanté, pour être interprété. On peut imaginer toute une série de mises en scène. Et ce serait quelque chose d'ailleurs à faire avec les étudiants courageux, de pouvoir mettre en scène le texte dans le récit et dans le vers. Alors on peut ici maintenant mettre les deux textes côte à côte. Je pense que ça doit être à peu près lisible. Donc les textes, je vais le mettre en ligne hein, sur le même dépôt. Vous le trouverez sur le site du laboratoire. Voilà. Donc vous l'avez ici, hop, Aucassin. Alors, or dient et content et fabluent. Donc ici le pluriel c'est l'indéfini. Hein. Alors on dit, on raconte et on parle. Aucassin, ici c'est l'abréviation AUC Titulus, on connaît Aucassin. Aucassin alla par le forêt, de voix en voix, on veut bien les croire. Et lire, là on a destriers, hein, D-I-S-T-R-I-E-R-S, avec le S final qui est différent du S interne. Voilà, l'an, l'apostrophe O titulus, on comprend que c'est une, là encore, que c'est une forme d'abréviation. L'emporta grand à l'heure, ici vous l'avez, L-E-U-R-E, vous avez la fin du mot. L'emporta grande allure, ne cuidiemi, alors ça encore c'est une abréviation connue, ne cudiets, c'est le verbe cuidier, cogitare, je vous en avais dit un mot la dernière fois, mais cogitare, qui donne l'ancien français cuidier, qui signifie croire, s'imaginer, et bien souvent s'imaginer en se trompant. Donc voilà, hop là, pardon. Donc ne cuidier mi, voilà, je puisse un peu suivre moi aussi. Voilà, ne cuidier mi, que les ronces. On va essayer de voir ça. Voilà, que les, alors ronces, sans doute, classe finale, et espines, alors on a et spin, espineuse ici, voilà, et les épines. Alors, l'espargnasunt, voilà, l'épargnas, etc., etc. Alors, vous voyez que la copie du manuscrit est de bien piètre qualité hein, par rapport à ce qu'on a pu voir ou ce qu'on peut avoir coutume de trouver pour de nobles manuscrits richement enluminés. On voit que là c'est une copie, enfin, on voit également quand même que le livre s'est parfaitement conservé dans le temps, puisqu'il nous est parvenu. Voilà, donc, ne cuidiemi que les ronces et les espines, l'espargnas, non il nient, un vrai tour expressif de l'ancien français, non il nient, hein, il n'en est rien, oh que non, non il nient. D'ailleurs, un signe de la piètre qualité ou de la piètre valeur de la copie, hein, c'est cet excès d'abréviation qu'on retrouve partout, qui montre en fait le souci d'économie de pages et d'encre de la part du copiste. Donc c'est une copie utile, hein. Certes jolie et richement conservée, mais c'est une copie voilà, qui, qui brille par la valeur de son contenu en quelque sorte. Esparnias nanil nanil nient, uns li desrompent, ses dras, et capen, ah oui, capeines, P-A-I-N-E-S, peuston, P-E-U-S interne, T, peuston, noué, ouais, noué, dessus, L plus entier, E-N-T-I-E-R, et point de cantillation. Hein, donc on voit ici la leçon du manuscrit, Ordient et content et fabluent, Aucassin alla par le forêt,
de voix en voix, et destriers l'emporta, grand allure, ne cuidier mi que, ah oui, les ronces, et spines l'esparnias, ne nil nient, mais li dérompe, ses dras, qu'à peine peuston noué dessus, plus entier, etc. Voilà. Alors, si je m'intéresse, donc je garde un peu la copie du manuscrit sous les yeux. Donc, si je regarde le texte maintenant, Ordient et content et fabuent, Aucassin alla par le forêt de voie en voie, donc de chemin en chemin, chemin de forêt, hein, la voie ici c'est le via latin. Aucassin traverse la forêt de chemin en chemin, et destriers et son destrier l'emporta grand allure, et son cheval, alors son cheval de guerre, hein, son cheval qu'on tient par la main droite, son cheval de bataille, elle l'emporte à toute vitesse, à toute allure. Ne cuidiemi, ne pensez pas que les ronces et les épines, alors l'esparnias, l'esparneissent, donc ça c'est évidemment le verbe épargner, hein, ça ne fait aucun doute, conjugué à l'imparfait du subjonctif, hein, que j'épargnasse, que tu épargnas, qu'il épargna, que nous épargnassions, que vous épargnassiez, qu'ils épargnassent. Et ici, l'imparfait du subjonctif est lié en fait à l'emploi du verbe cuidier ici dans la principale, cogitare, ne pensez pas que les ronces et les épines l'épargnent, c'est la pesée critique qu'on appelle ça en grammaire, c'est-à-dire l'espèce de négation implicite portée par le sémantisme du verbe qui amène la relative, que les ronces et les épines l'épargnassent, à basculer au subjonctif. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, les ronces et les épines aient pu l'épargner. Non il nient, il n'en est rien. Ins, mais au contraire, ins, on l'avait déjà rencontré dans d'autres textes, voilà, c'est la conjonction adversative, mais au contraire, surtout pas, les ronces et les épines, l'idée rompe, c'est drap, alors ici, drap, c'est un beau mot de l'ancien français, pour désigner les vêtements, hein, c'est sa garde-robe. Donc on voit l'image ici d'Aucassin sur son cheval qui traverse la forêt. La forêt, c'est le lieu de tous les dangers. Étymologiquement, c'est ce qui est dehors. Fort est, c'est ce qui est hors. Et c'est dans ce lieu d'aventure que Aucassin se retrouve fouetté par les épines des chemins de la forêt qui lui déchirent ses vêtements à tel point que on peut à peine les utiliser pour nouer au mieux et que lissant lit ici des bras et des côtés et des jambes en 40 lieues ou 30, et que son sang lit ici des bras. Alors ici, c'est le verbe exire latin, qui signifie sortir, qui donne l'italien usci, enfin, à peu de choses près, vous reconnaissez cette graphie, ishi, usci, hein, le sang, lui, excite des bras, et le sang lui sort des bras et des côtes et des jambes, donc il est blessé, aux bras, aux côtés et aux jambes, bah oui, parce que les racines et les ronces, pardon, et les épines le fouettent partout, donc sur les côtés, sur les bras et sur les jambes, en 40 ou 30 lieues, c'est-à-dire en 30 ou 40 endroits différents. Donc il a plus de 30 ou 40 blessures qui saignent à travers ses vêtements. À tel point, ici, qu'après, à tel point qu'ensuite, le valet peut-on suivre la trace du sang qui caouait sur l'herbe, à tel point que l'on pouvait ensuite suivre le valet, le jeune homme ici, on ne traduira pas par valet, mais c'est le mot de l'ancien français valet qui vient du latin vassalitum, qui désigne le jeune homme, au sens où on est jeune homme tant qu'on est un jeune seigneur en formation de chevalerie. Donc le valet, étymologiquement, c'est ce jeune homme qui accompagne le chevalier dans les tournois, qui accompagne le chevalier dans ses batailles ou dans ses quêtes, le temps de sa formation. Le double sémantisme de valet ici, c'est d'une part le fait que c'est un garçon
jeune, et d'autre part, le fait qu'il est au service d'un chevalier le temps de sa formation. Et c'est ce sens qui subsiste jusqu'au XIXe siècle, en quelque sorte, lorsqu'on parle par exemple du valet de chambre, a subsisté l'idée de l'homme et du service. Et puis progressivement, le mot a évolué dans la condition domestique pour désigner celui qui est au service et dont on achète les services. Mais ça n'est pas le sens de l'ancien français. Ici, le valet, c'est bien le jeune homme qui est au service d'un chevalier, et généralement en ancien français, le mot valet désigne tout simplement un jeune homme. Donc à tel point qu'on peut suivre le valet à la trace de son sang. Voilà. On voit ici que par le valet peut-on suivre, suivre, donc suivre ici, c'est suivre, et du sang, du sang qui caouait sur herbe, ici, et du sang qui caouait sur l'herbe. Alors caouait, c'est encore qui caait sur l'herbe, au XIIIe siècle, on a déjà réduit la diphtongue, donc du sang qui caait sur l'herbe. Caer ici, c'est le latin cadere, qui signifie tomber, qui donne caer en espagnol, cadere en italien, et qui va donc donner en ancien français ce caer, qui signifie tomber. Et comme je vous l'avais déjà dit dans le précédent cours, caer a été très peu productif en français moderne, mais il a donné, par son participe passé et son participe présent, deux formes très courantes. D'une part, le participe passé, il a chu, la chute, et le participe présent, cheant, la chance. Donc la chute et la chance sont les deux héritiers en français moderne du verbe cadere, latin caer, cader. Voilà. Donc, on peut suivre le jeune homme à la trace du sang qui caait sur l'herbe, qui tombait sur l'herbe. Mais, il pensa tant. Mais il pensa tant à Nicolette sa douce, voilà. Mais il pensa tant à Nicolette, ici Toulouse, on sait de qui on parle, sa douce, voilà. Mais il pensa tant à Nicolette sa douce amie, qu'il ne sentait ne mal ni dolore. Qu'il ne sentait ne mal ni dolore. Donc, il traverse la forêt de voie en voie, de chemin en chemin, mais il est blessé par les ronces et par les épines qui ne l'épargnent pas, à tel point d'ailleurs qu'il est blessé en 30 ou 40 endroits sur le corps, que le sang coule le long de ses bras et de ses jambes, au point qu'on peut le suivre à la trace du sang qui tombe sur l'herbe, mais il pense tant à Nicolette, sa douce amie, qu'il ne ressent ni mal ni douleur. Alors ici, la distinction mal et douleur, d'ailleurs, elle est intéressante en histoire de la langue, parce qu'elle nous montre peut-être qu'il commence à y avoir une nuance entre le mal, la souffrance, et la douleur, peut-être encore plus physique. Mais ici, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'ancien français raffole des doublons synonymiques et qu'on a ici donc une insistance sur, d'une part, penser au sens être accablé, se souvenir, être préoccupé par Nicolette, et d'autre part, le mal ou la douleur physique qui viennent contrebalancer l'équilibre du texte. Et à la tot jour, alors, et à la, on voit ici, esperluette, à la tot, yor, jour, parmi le forêt, voilà, et il passa la journée à traverser la forêt, si parfaitement, il la traversa complètement, que onc n'eut nouvelle de lui, et quand il vit que l'hiver approchait, s'y commença à pleurer pour ceux qu'il ne le trouvaient. Donc, mais il pensait tellement à Nicolette, sa douce amie, qu'il ne sentait ni mal ni douleur. Et il traversa, aller parmi, aller par le milieu, et il traversa toute la journée la forêt si parfaitement, ici si faitement, si parfaitement, que
onc noi novel de li, que onc, donc c'est l'adverbe avec ici le S, caractéristique des mots invariables, que onc, que jamais, noi novel de lui, il n'entendit de nouvelles au sujet de Nicolette, et quand il vit que l'ivespre s'approchait, et quand il s'est rendu compte que le soir approchait, alors, s'il commença à pleurer, il commença à pleurer pour sous qu'il ne le trouvait, parce qu'il ne la trouvait pas. Donc voilà le désespoir d'Aucassin qui ne trouve pas sa douce amie. Le soir approche, et comme il n'a pas de nouvelles d'elle, eh bien, il se met à pleurer. Alors, et on voit donc dans ce premier paragraphe poser la situation ici du roman, Aucassin qui cherche sa douce amie, Nicolette de son côté le cherche aussi, lui se met à pleurer et on voit un peu comment fonctionne ici le manuscrit avec son alternance prose-vers. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre un peu comment ce manuscrit lui-même s'est constitué. Donc je vais peut-être vous en dire un mot. Donc ce manuscrit-là, le 2186 de la Bibliothèque nationale de France, est donc un in quarto, un petit ouvrage à la fin du XIIIe siècle, qui rassemble plusieurs pièces, des romans, des lettres, etc. Je vous en ai dit un mot. Et donc ça montre quand même que ce manuscrit met en scène quelque chose qui plaisait au Moyen-Âge. Là, la situation qui est présentée, là, Aucassin qui se met à pleurer parce qu'il ne trouve pas la douce, vous voyez bien que c'est une situation qui n'est quand même pas commune. Et pourquoi? Parce que d'une part, le héros pleure, et que d'autre part, il n'y arrive pas. Or, le XIIIe siècle fait suite à toute la période du roman courtois, qui mettait en scène au contraire la dévotion des chevaliers pour la femme aimée qu'ils doivent conquérir au terme d'une lutte réussie. Et ce paragraphe-là montre qu'on est dans une situation inversée, une situation carnavalesque. Il se comporte comme une jeune femme. C'est lui qui pleure parce qu'il n'y arrive pas. C'est Nicolette qui va le retrouver. Et donc cette dimension carnavalesque, un peu joyeuse en fait, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle rejoint aussi la forme du texte qui est extrêmement subversive. Une partie en prose, une partie chantée. Et donc on voit ici, dans la situation qui est posée par Aucassin, que son attitude est complètement inversée par rapport aux attentes d'autres romans qui ont une vocation peut-être plus pédagogique ou plus exemplaire. Et on est là dans quelque chose qui laisse entendre que finalement, ce texte a une dimension de divertissement, voilà, au sens le plus romanesque, le plus moderne de la chose. Alors on continue. Toute une vieille voix herbeuse chevauchait. Hop. Voilà. Alors il en manque un petit bout ici, parce qu'il y a un manque. Mais comme je vous dirais, c'est ici. Alors, il chevauchait, que donc il chevauchait le long d'une vieille voie, d'un vieux sentier couvert d'herbe, donc c'était un chemin qui n'est pas entretenu, donc un chemin dangereux, c'est l'opposition qu'il y a entre un chemin entretenu avec, on imagine, une vieille voie romaine avec des pavés partis en pierre, de la terre retournée parce que c'est sur une terre seigneuriale et c'est entretenu, par opposition à une voie herbeuse qui n'appartient à personne et sur laquelle on peut faire de mauvaises rencontres parce qu'elle ne relève d'aucune juridiction, d'autant plus que dans une forêt. Il regarda, s'esgarda devant lui, en mit le voix. Il regarda, esgarder ici c'est un composé sur garder, vardian, étymologiquement vardian en ancien francique, composé garder, italien guardare qui signifie regarder, et donc, en ancien français, beaucoup de composés, regarder et esgarder par exemple, qui signifient regarder mais avec insistance, regarder au loin avec insistance. C'est le sens qu'on a ici pour esgarder, qui signifie donc il regarda, il fit attention, il prêta attention et observa longuement devant lui, en mit le voie, c'est-à-dire au milieu du chemin. Il regarda devant lui au milieu du chemin, si vit un valet tel comme je vous le dirais.
Il vit un valet tel que, alors ici dans le manuscrit, un valet tel que vous direz. Tel comme je vos dirais. Bah oui, bah non. Bah voilà. Bon, bah comme quoi. Alors, donc, mauvaise leçon. C'est l'édition de Mario Rock. Alors, il vit un valet tel comme je vous dirais. Grand est-ouet et merveilleuse, et les eideuse. Ça, c'est assez facile, mais on fait attention à tous ces faux amis de l'ancien français. Il était grand et merveilleux, littéralement, hein, on ne traduit pas comme ça. Il était grand et merveilleux, et les eideux, donc maintenant, il était grand et effrayant, et laid et repoussant. Les et hideux ici fonctionne encore comme un double synonymique. Bon, tout ça doit participer un peu de l'esthétique du texte, qui doit, à mon avis, tirer un peu vers l'humour, enfin vers le comique, mais on ne peut pas en être certain. Donc, il était grand et effrayant, merveilleux, j'en ai déjà parlé, je crois, dans les 2 derniers cours. Mirabilia, le miracle, c'est ce qui impressionne et qui est d'origine divine, et est merveilleux, tout ce qui impressionne et dont on n'est pas certain que ce soit divin. Si c'est pas divin, c'est que c'est inquiétant. Donc, il était grand et effrayant, et laid et repoussant. Alors, il avait une grande hure, plus noire que Scarboucle. Hein, il avait une hure, donc là c'est la hure porcine, hein, il avait le museau. Voilà, il avait la hure, voilà, comme le sanglier ou comme l'ours, le groin, enfin le nez. Alors, plus noir, ça c'est évident, qu'escarboucle, qu'une carbouclée. Alors c'est carbouclé, même étymologie que Garfunkel en allemand, les garelles du français, l'escarboucle, c'est-à-dire qu'un charbon. Il avait le groin plus noir qu'un charbon, et ici il avait hure plus noir que carbouclé, et avait plus de et avait une grande 1, et avait plus de planes paumes, on est en bas de la page ici, hein, et avait plus, si vous voulez regarder sur le manuscrit, plus de planes paumes voilà, et il avait plus d'une paume aplanie entre les 2 yeux. Donc il avait un très grand écart entre les 2 yeux. Et avait une grande joueuse. Et il avait, alors, ici c'est intéressant parce que, ici, vous voyez, une grande joueuse. Ouais. Déjà parti. Et avait une grande. Ah oui, joueuse ici. Et donc on voit quand même dans le manuscrit, c'est pareil, grande joueuse, J-O-E-S. Alors c'est intéressant parce que il avait une grande joue, donc joue ici c'est bien les joues, féminin, complément d'objet direct du verbe avoir, donc a priori, ici le S est forcément le S du cas régime pluriel. Donc c'est bien un pluriel ici. Or, on voit ici un pluriel porté par une, par déterminant. Alors en fait, ça c'est la subsistance d'un duel en ancien français. C'est-à-dire que une se met au pluriel pour dire deux. Voilà. Unes stivales, une paire de bottes. Unes grande joue, une paire de joues. Donc il avait les joues, une paire de joues gigantesques et un grandissime nez plat. Alors grandissime ici c'est le superlatif, et un très grand nez plat, et unes grandes narines lees. Donc là encore, ici, unes grandes narines, on voit que c'est encore le duel, et 2 grandes narines lees, attention à lata, latin qui signifie large, et 2 grandes narines larges, et unes grosses lèvres plus rouges d'une carbounée, et de grosses lèvres plus rouges
Alors, on avait tout à l'heure la carbouclée, c'est le charbon, la carbounée, c'est le charbon en train de brûler, le tison. Voilà. Donc, il avait les lèvres plus rouges qu'un charbon incandescent. Et ins, grans, dents jaunes et lait, donc ici, je pense qu'au vu de ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est-à-dire une grande joueuse, une paire de joues, une grans narines, une paire de narines, une grosse lèvre plus rouge, une paire de lèvres, et ins grans dents jaunes et laisses, probablement, et deux dents jaunes et laides et repoussantes. Hein, il faut continuer jusqu'au bout cette idée du duel. D'ailleurs, je pense que là aussi, ça participe au comique du passage. Hein, il est noir, il a les lèvres rouges, il a les yeux très écartés, et deux dents au milieu des lèvres rouges qui sont jaunes et laides. Il était chaussier d'un ousios, donc ins ousios, on continue avec le duel, une paire de bottes de ousios, et d'un solaire, donc alors le solaire est de... Donc il était chaussier d'un ousios, c'est ce qui va lui remonter, c'est le fuseau là, qui remonte au genou, et d'une paire de souliers de bœuf frettés de tille jusque dessus le genou. Et de souliers, mais donc de ce qui vient sous là, de semelles de cuir, mêlées avec des tilles, c'est-à-dire des roseaux, jusqu'au-dessus du genou. Et il était affublé et il était entouré d'une cape à deux envers, et il était appuyé sur une grande massue. Alors on voit ici ce personnage extrêmement étonnant que rencontre Aucassin, mais qui est un des prototypes de la littérature médiévale, c'est le nain que rencontre Lancelot dans Le Chevalier à la charrette et qui le fait monter dans le tombereau pour l'emmener chercher Guenièvre. Et c'est ce personnage-là qu'on rencontre au milieu de la forêt, dans une voie herbeuse, c'est-à-dire ces personnages qui peuplent en fait toute la zone de non-civilisation. Il y a les arbres appartiennent à un domaine seigneurial jusqu'à ce qu'on quitte le domaine du seigneur et qu'on se retrouve dans la forêt où on peut faire de mauvaises rencontres. Et les mauvaises rencontres, eh bien, ça peut aller du, du voleur qui veut vous voler vos chevaux et votre bourse, jusqu'au personnage magique qui va vous confronter en duel, ou personnage sauvage, donc ici c'est ce qu'on rencontre là, le personnage vraiment qui incarne la sauvagerie, qui ne ressemble ni à, qui est fait d'un magma de représentation animale, qui mêle le bœuf, la hure, l'image noire, enfin tout ce qui fait par exemple la férocité du personnage, et qui provoque finalement ce sentiment du merveilleux dont parle ici le texte, en provoquant en fait l'effroi et la peur de rencontrer ce personnage dans les bois. Voilà. T'es affulé d'une cape à deux envers, si est appuyé sur une très grande massue. Voilà, on l'a là. Aucassin s'embattit sur lui, sut grand-peur quand il le survit. Aucassin se dirigea vers lui, si eut grand-peur quand il le survit. Bon, ici, le composé survoir, c'est ça, c'est être surpris en le voyant, c'est quand il s'en aperçoit. Donc, Aucassin se dirige vers lui, mais il a eu très peur quand il l'aperçut. Biofrère, alors ici s'engage le dialogue entre le nain et Aucassin, mais on a déjà, nous, la connaissance, par exemple, de la rencontre entre Lancelot et le nain, et on sait que le nain est le personnage sauvage, diabolique, avec qui on peut discuter, mais qui est là pour vous piéger. Il est là pour vous emmener là où vous ne voudriez pas. Il est là pour vous acheter, pour vous corrompre ou pour obtenir quelque chose de vous. Ce qui explique aussi l'effroi d'Aucassin quand il rencontre le nain dans la forêt. Biofrère, Diotiaït, donc littéralement, Biox frère, cher ami, cher frère,
Dieustiait, alors ici ait, c'est le subjonctif présent du verbe adjutare, adjutat, qui signifie aiutare en italien, ayuda, ayudar en espagnol, que Dieu te vienne en aide. Dios vos bénit, fait-il, donc réponse du nain, fait-il, dit ce dernier, Dieu vous bénisse, dit ce dernier. Alors, si Dieu t'aide, donc s'il te plaît, littéralement, que fais-tu ici, que fais-tu ilec, que fais-tu en ce lieu? Avos que monte, fait-il, et vous, que faites, que montez-vous là, dit-il. Rien, dit Aucassin, je ne vous le demande, ce pour bien non. Donc, avos que monte, qu'est-ce que cela peut vous faire? C'est un gallicisme de l'ancien français, avos que monte, qu'est-ce que ça peut bien vous, en quoi est-ce que ça vous importe? Réponse d'Aucassin, nient fait Aucassin, rien dit Aucassin, je ne vous le demande ce pour bien non, je ne vous le demande sans mauvaise intention, je ne vous le demande que pour votre bien. Alors ici, vous voyez que le dialogue est construit hein, dans l'édition moderne, mais vous voyez que dans le manuscrit, vous voyez, avos que monte fiet-il, et donc vous voyez qu'il n'y a rien en fait qui met en scène le récit, si ce n'est peut-être ces petits points là de cantillation qui marquent la pause dans l'échange. Voilà. Mais vous voyez que là, pour le coup, l'édition moderne restitue le dialogue d'une façon beaucoup plus claire que l'édition médiévale. Mais pourquoi pleurez-vous, fait-il, et faites-ci de Mais pourquoi pleurez-vous, dit ce dernier, et faites si faiseul, donc, et littéralement, et faites ainsi de le fait, c'est-à-dire un deuil accompli. Deul, ici, un D-U-E-L, c'est le deuil du français moderne, dolere, dolum, qui en ancien français signifie la souffrance physique aussi bien que morale. Il n'y a pas cette spécialisation de sens qu'on connaît en français moderne. Même chose qu'en espagnol, mais duele la cabeza, la tête me fait mal, ancien français, la tête me deule. Donc ici, en revanche, le nain lui demande, mais pourquoi pleurez-vous, dit-il, et pourquoi faites-vous montre de tant de souffrance hein? Si fait deul ici, c'est un deuil accompli, une souffrance accomplie. Et le nain ajoute, certes, assurément, en vérité, ce j'étais aussi riche homme que vous êtes, tout limon ne me ferait ni pleurer. Si j'étais aussi riche homme que vous êtes, si j'étais un homme aussi riche que vous semblez l'être, que vous êtes, tot limons ne me ferait mi pleurer. Alors, tos limons ici, c'est tos. Alors, ancien français, tuit tots, c'est tous, tout, l'indéfini. Tout l'immonde, tout le monde ne me ferait pas pleurer. On voit ici dans le texte, faites ce, dit-il, fait-il, ce j'étais aussi riche homme que vous êtes, tos, T-O-S, li, monde, S-M-O-N-S, ne me ferait mi pleurer. Donc on va ici pleurer. Voilà. Bah, me connaissiez-vous, dit Aucassin. Mais, bah, dit Aucassin, me connaissez-vous? Oh, je sais bien, oi. Ici, l'adverbe d'assertion, oi. Je sais bien que vous êtes Aucassin, le fils le comte, et ce vous me dites pourquoi vous pleurez, je vous dirai que je fais ici. Oi. Donc ici, c'est l'adverbe d'assertion. Vous savez, on parle souvent de la langue d'oil, la langue d'oik. Bah, ici, vous avez le vrai oui de l'ancien français, le si fait, oui, je. Oje, voilà, qui signifie oui, et je sais bien que vous êtes Aucassin, fils le comte, le fils du comte. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de préposition pour construire le complément du nom. Fils le comte signifie littéralement le fils du comte. La juxtaposition, ici, fils comte, permet de construire le génitif, le fils du comte. C'est quelque chose qui est réservé aux personnes que l'on connaît bien, comme par exemple le roi, les seigneurs, le fils le comte, la mort le roi, le cheval le roi. C'est un tour de l'ancien français qu'on rencontre assez régulièrement et qui s'appelle donc un cas régime.
et qui montre bien, ou qui permet en tout cas d'illustrer cette idée que l'ancien français est véritablement une langue qui est dans un état intermédiaire entre l'ancienne langue, le latin, et la langue moderne, puisque la possibilité de cette construction syntaxique par juxtaposition conserve le souvenir de la juxtaposition du génitif en latin. Dux bellorum, chef des guerres, on met dux et bellus côte à côte. Alors oui, il y a une désinence qui marque le génitif, bellorum, évidemment, mais dans les faits, pour un ignorant, pour quelqu'un qui ne fait pas attention, le simple fait de pouvoir juxtaposer cheval-roi permet de construire le cheval-le-roi. Et on pourrait s'interroger d'ailleurs sur des tours comme en français moderne, Square Brassens par exemple, mais enfin, c'est une autre question. Le fils le comte, donc le fils du comte, et si vous me dites pourquoi vous pleurez, et si vous me dites pourquoi vous pleurez, je vos dirai, futur, le même qu'on avait rencontré dans les sermons de Strasbourg, je vous dirai que je faxe ici, et je vous dirai ce que moi je fais ici. Ah, certes, fait Aucassin, bien sûr, dit Aucassin, je le vos dirai molt volontiers, assurément, en vérité, dit Aucassin. Un faire ici, c'est le vicariant, le verbe vicariant par excellence. Un verbe vicariant, c'est un verbe qui peut en remplacer un autre. Certes, dit Aucassin, je vous le dirai très volontiers. Je vis 8 matins cachiers en ceste forêt, s'avouait un blanc levré, le plus beau del siècle, s'il l'est perdu, pour ce pleurjou. Alors c'est intéressant parce qu'on voit ici qu'Aucassin ment. Il se méfie du nain. Je vous le disais tout à l'heure, on s'y attend parce que rencontrer un nain hideux dans une forêt, c'est pas bon signe. C'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors, on n'aimerait pas se retrouver à la tombée de la nuit face à un être aussi effrayant qui porte qui plus est une grande massue, et on se comprend à voir l'attitude d'Aucassin que c'est sans doute pas lui-même un grand guerrier. Il va être un peu trouillard pour tout dire. Bon, la preuve, c'est qu'il ment. Alors que dit-il? Alors il raconte une histoire et il invente une histoire pour mentir au nain. Je vigue 8 matins cachiers. Alors ici, vig, VIG, c'est une forme picarde pour le passé simple du verbe venir. Oui. Je vins 8 matins. 8 matins, aujourd'hui, ce matin. Cachier, c'est A-C-I-E-R, c'est le verbe chassier, captiare. Alors, l'étymologie de captiare, c'est chasser au sens de pousser devant soi. On chasse un bœuf. Bon. Enfin bref, ici au XIIIe siècle, le mot chasser a déjà acquis son sens moderne. Donc je suis venu ce matin chasser en ceste forêt, donc dans la forêt où nous nous trouvons, s'avouer un blanc levré. Alors, on fait attention à la syntaxe ici. Ce qui nous montre qu'il n'y a pas ici l'expression du pronom personnel de première personne. Ce je avouait un blanc levré. Donc on voit qu'en fait ici, il est elliptique, le pronom personnel, ce qui veut dire que sa présence n'est pas sentie comme indispensable. Ce qui veut dire que quand elle l'est, quand il est présent comme juste au-dessus, que je fatch si, c'est bien, comme je l'avais dit, que ce que moi je fais ici. C'est un tour d'insistance. Donc, bien sûr, assurément, en vérité du Aucassin, je vous le dirai très volontiers, je suis venu ce matin chasser dans cette forêt et j'avais un blanc lévrier, j'avais un lévrier blanc, le lévrier qui est un chien de chasse, un chien de chasse, chien de chasse, chien de chasse, petit pot de petit grain de riz, quand des petits grains de riz auras-tu. Voilà. Donc j'avais un lévrier blanc, le plus beau del siècle. Alors ici le siècle c'est le monde, par opposition au temps du Seigneur. Donc j'avais un lévrier blanc, le plus beau du monde, s'il l'est perdu, et je l'ai perdu. Pour ce pleure joue, et c'est pour ça que moi je pleure. Voilà. Alors on voit ici, j'étais aussi. Attends, pardon, je suis allé un peu vite là. Je cherche le lévrier dans le texte.
c'est juste qu'il faut aller. Voilà, c'est juste aussi boss homme. Ça, c'est pas dans notre position. Ah si j'étais aussi riche homme que vous, tout ce monde, ça fait que je... Hop. Voilà, je vigue 8 matins cachés en ceste forêt, s'avouer un blanc levrier le plus bel del siècle, s'il l'est perdu, por se pleure Jou. Et on voit bien ici que c'est bien Jou, la forme. Donc c'est une forme picarde, Jou, Jou, qui est employée dans ce passage, qui me semble quand même montrer que et le copiste, comme le pense Mario Roch, et l'auteur sont picards. Os, faites-il pour le cœur que s'il cire eut en son ventre, que vos pleurasse pour un chien puant, mal de hate qui jamais vous prisera, quand il n'a si riche homme en cester, ce vos père l'en monda et dius 15 ou 20, qu'il ne l'ait eu trop volontiers, et s'en estrouait trop liesse. Mais je dois pleurer et dois le faire. Oh! Alors ici, os, alors je le cherche dans le texte, c'est là, hein. Os, faites-il, oh! Dit ce dernier, dit le nain, s'il c'est le démonstratif, s'il c'est le celui, hein, i celui, l'heureux qui comme Ulysse se fait en voyage, ou comme là on a le couple s'il ceste pour les démonstratifs, aussi bien en rôle déterminant que de pronom. Donc os, oh, fait le nain, par le cœur que notre Seigneur eut dans sa poitrine. Il s'exclame, là, quel plus profond mépris, pleurer pour un chien, oh, dit-il, par le cœur du Christ, par le cœur que le Christ eut en sa poitrine. Que vous pleuraste, que vos pleuraste, que vous pleuriez pour un chien puant. Le nain lui fait la leçon, on ne peut pas pleurer pour un chien puant. Mal de hate, qui jamais vos prisera. Maudit soit, mal de hate, que celui qui jamais vos prisera, ici, que celui qui jamais vous aimera, est mal de hate, est le mauvais œil et de la malchance. Donc maudit soit celui qui un jour vous chérira, ou maudit soit celui qui vous prendra en amitié, puisque il n'y a jamais eu un homme aussi riche en cette terre, à qui votre père puisse en envoyer, mandé ici, 10 ou 15 ou 20 des lévriers blancs, et qu'il ne les obtiendrait très facilement et s'en retrouverait tout joyeux. Voilà. Comment peut-on pleurer un chien alors qu'il n'y a pas d'homme aussi riche que quelqu'un comme votre père qui, si on le lui demandait, pourrait vous en donner 10 ou 15 ou 20 et vous en auriez beaucoup de joie et vous les accepteriez très volontiers. Et le nain continue, mais je dois pleurer et dois le faire, mais je dois pleurer et moi montrer souffrance à mon tour. Et tu de quoi, frère? Et toi de quoi, frère? Et toi de quoi, frère? Parenthèse vultaneuse close. Et toi de quoi, frère? Et toi, pourquoi dois-tu montrer ta souffrance de ton côté? Sire, je le vous dirai. Seigneur, sire, c'est le cas sujet du Seigneur. Seigneur, seniorem, seigneur donne sire, seniorem donne seigneur. Sire, je vais vous le dire, j'étais loué à un riche vilain, s'y cachait sa charrue, 4 bœufs y y avait. Donc, alors, j'étais loué à un riche, donc c'est bien loué au sens de louer, c'est-à-dire j'ai été loué à un riche vilain, j'étais embauché, je travaillais au service d'un riche vilain, d'un riche paysan. Hein, donc en fait ici le nain est un cerf, hein, quelqu'un qui loue ses bras pour travailler dans les champs des paysans. Vilain ici, vilanus, c'est normalement celui qui habite la villa, hein, c'est le paysan, le fermier. Le vilain, lui, contrairement au cerf, possède une terre, une exploitation, des animaux, il a de quoi vivre, nourrir sa famille.
Le cerf, non, lui, il vit dans la forêt, et quand il peut, il loue ses bras pour aller bosser. Donc, j'étais loué, j'avais été employé par un riche paysan. Si cassait ce carru, alors ici on voit cassait, c'est non pas casser, c'est chasser. Je chassais, oh, petit grain de riz, quand des petits grains de riz auras-tu. Si chassait sa charrue et je poussais sa charrue. C'est le sens étymologique de captare. Captiare qui signifie pousser. Comme une voiture chasse, par exemple, c'est-à-dire qu'elle part comme ça de l'arrière, et bien c'est le sens étymologique, c'est ce qu'on pousse. La chasse, d'ailleurs, c'est le sens, quand on parle, on fait une battue, c'est le sens étymologique de la chasse, c'est-à-dire qu'on fait une battue pour pousser les animaux et on les poursuit. Et ici, dans le même texte, on voit les deux sens ici de chasser. Un peu plus haut, je chassais avec mon lévrier, et tout en bas, dit par un vilain, je poussais sa charrue. Il avait 4 bœufs, sur sa charrue, il avait 4 bœufs. Donc c'était sans doute un riche, très riche vilain, parce que qui dit 4 bœufs dit 2 bas, qui dit donc beaucoup de terre à retourner. Or, à 3 jours qu'il m'avint une grande mavalenture, que je perdis les meilleurs de mes bœufs. Vous voyez, d'un côté, Aucassin ment en disant j'ai perdu un chien et je pleure, et lui, le nain, dit bah, écoutez, moi j'ai perdu un bœuf. Donc on voit qu'un bœuf c'est une richesse, un chien c'est rien dans le monde médiéval. Bon. Or, à 3 jours qu'il m'avint une grande malenture, or, donc, il y a maintenant, hein, or, ora italien, ora latin H-O-R-A, qui signifie maintenant, à cette heure. Donc, or, à 3 jours, de maintenant à il y a 3 jours, il y a 3 jours, qu'il m'est arrivé une grande malaventure. Alors ça c'est un joli mot, hein, malaventure ici. C'est malaventure, la mauvaise aventure. Hein. Il m'est arrivé une mésaventure. Aventura, latin advenire, adventura, c'est une forme de participe futur, c'est une forme qui existe en latin, les choses qui vont advenir. Et donc la malaventure, ce sont les mauvaises choses qui me sont tombées dessus. Mal de... Si. Quelque chose à baru. Donc 1, 2, 3, 4 bœufs I avait. Or qu'il m'avint. Or à 3 jours qu'il m'avint une grande malaventure avec l'abréviation au-dessus. Voilà, on est là dans le manuscrit. Et je perdus le meilleur de mes bœufs. Voilà. Donc je chassais la charrue, il y avait 4 bœufs, et il y a 3 jours il m'est arrivé une grande mésaventure, puisque j'ai perdu le meilleur de mes bœufs. Rejette le meilleur de mes carrues, ce je le vois que rend, s'il ne mangeait ne bouc 3 jours à passer. Pardon. Oui, donc, alors, or à 3 jours qu'il m'est arrivé une grande malaventure et que j'ai perdu le meilleur de mes bœufs, quel bœuf? Roger, le Rogette, voilà, Roguette, le meilleur de ma charrue. Voilà, c'était le meilleur des 4 bœufs, donc dont le prénom, enfin dont le surnom est Roguette. Sans doute ironique ici, mais voilà, lui a perdu son lévrier, l'autre a perdu son bœuf, et on voit ici s'installer l'équilibre entre les deux. Si levait querant, si ne mangeait, ne but 3 jours à passer. Donc je levais querant, c'est ce type de participe présent pris dans des périphrases aspectuelles marquant la, progrédience, marquant comme ça l'accomplissement. Je le vais cherchant, donc je continue à le chercher. Et ne mangeait, ne but 3 jours à passer, et ça fait 3 jours que je n'ai ni mangé ni bu. Et si n'ose aller à la ville, et je n'ose retourner à la ville, qu'on me mettrait en prison, que je n'ai de quoi sort, et je n'aurais de quoi pouvoir en sortir. Si je retourne à la ville, bah oui, puisqu'il a perdu un bœuf, il peut être soupçonné de l'avoir vendu, de l'avoir perdu, de l'avoir je ne sais
manger je ne sais quoi, et donc il ne peut pas retourner en ville, ni pour boire, ni pour manger. De tout l'avoir du monde n'ai-je plus vaillant que vous voyez sur le corps de mi. De toute la possession du monde, de tout l'avoir du monde, n'ai-je plus voyant que vos voez sur le corps de mi. Je n'ai rien de plus, je n'ai rien de plus grande valeur que ce que vous voyez sur mon corps. Donc je n'ai rien de plus que mes vêtements. On se souvient, hein, la hure noire, les lèvres rouges, 2 gants jaunes et une massue. Donc ça fait pas beaucoup. Une lasse mère avouait, si n'avouait plus vaillant qu'un squetisseul, s'il y a onc s'achier de dessous le dos, si j'y a pour l'estreint, si m'en poise assez plus que demi. Et donc, de tout l'avoir du monde n'ai-je plus vaillant que vous veuillez sur le corps de mi, de tout l'avoir du monde, je n'ai rien de plus que ce que vous voyez sur mon dos. Une lasse mère avouait, j'avais une maman, une mère fatiguée, si n'avouait plus vaillant qu'une quetiseule. Alors, quetiseule, c'est un mot intéressant. Donc, quetiseule, on va le retrouver dans le Godefroy, ici. C'est le diminutif, vous voyez ici, diminutif de quetis, le méchant matelas, donc un petit matelas. Donc, elle n'avait, pardon, rien de plus grande valeur qu'une quetiselle, qu'un petit matelas, mais si l'IA11 s'achier de dessous le dos, mais quelqu'un le lui a poussé de dessous le dos, quelqu'un le lui a dérobé, quelqu'un l'en a privé, de sorte que maintenant, si J a pur l'estreint, de sorte que maintenant, elle dort à pur l'estreint, à même la litière, sur la paille, comme les animaux. Donc estreint, dans le Godefroy, astreint, strain, la paille ou la litière. Donc elle dort comme un animal, elle n'a plus de matelas, c'était sa seule richesse, on le lui a volé, et donc elle dort à même la litière. Si m'en pèse assez plus que demi, et cela me pèse beaucoup plus que de moi-même. Hein, sa pauvre maman qui a tout perdu. Il a perdu le bœuf, il ne peut plus rentrer à la ville, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a pas plus de richesse que ce qu'il a sur les vêtements. Il avait une pauvre maman qui n'avait qu'un matelas, on la lui a volé, elle dort à même la litière comme des animaux, et cela lui pèse assez plus que de moi, beaucoup plus que de ce qui m'arrive à moi-même. Et on voit que le nain, pour être laid, est très philosophe. Et donc, là aussi, on voit que le passage souligne parfaitement la dimension ironique, comique du passage. Quand Lancelot rencontre le nain dans la montagne, le nain dans la forêt, et qu'il l'emmène sur son tombereau, c'est un épisode pénible, le nain est laid, le nain est prototypique, etc. Et là, on voit ici que le texte prend de la distance par rapport à ça, et que le nain ici est très donneur de leçons, très moral. Il prend Aucassin de haut en lui disant « Toi, tu pleures pour un chien, tu mens. Et moi, je ne pleure même pas alors que j'ai tout perdu. » Et il en va de son proverbe « Car avoir va et vient, si aujourd'hui j'ai tout perdu, je gagnerai une autre fois. » Car la richesse, car avoir, car la richesse va, ça vient. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Une autre fois, je gagnerai et je récupérerai mon bœuf quand je pourrai. Et ne déjà pour sou, n'en pleurerai. Et je ne pleurerai pas pour ça. Et vous pleurez pour un chien de chasse, pour un chien de valeur, de l'on gagne. Mal de hit, hate, qui jamais va prisera. Donc là, on reprend le même passage que tout à l'heure. Que soit maudit celui qui jamais vous appréciera. Donc voilà ici ce passage. Alors je mets le lien ici vers le manuscrit si vous voulez aller jeter un œil par vous-même. Enfin, vous allez consulter le 96 là, sur le site de la BNF et vous verrez que le manuscrit reste quand même accessible, surtout si vous avez le texte sous les yeux. Voilà, écoutez, je vous remercie, je reviens tout à l'heure pour un petit cours sur la syntaxe de l'ancien français.